Il reste bien quelque chose dans l'air. 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 Il Bonjour Chloé. Bonjour. Déjà un grand merci d'avoir accepté cet exercice de style qui est cette interview. Avec plaisir. Alors on va démarrer de suite parce qu'il y a beaucoup de questions. Mhm. Alors que dirais-tu si tu devais te présenter? On va faire court. Donc Chloé, j'ai 29 ans. J'ai grandi en Île-de-France, Seine-et-Marne plus précisément. À l'heure actuelle, je suis éducatrice spécialisée. J'ai eu mon diplôme il y a à peu près 4 ans, un petit peu plus. Et puis, suite à ce diplôme, j'avais pour objectif de voyager, quoi qu'il en soit. Et c'est quelque chose qui, de toute façon, m'a toujours taraudée. Et voilà, l'objectif, c'était, une fois que les choses du commun des mortels seront acquises, à savoir une situation un petit peu lambda, un petit peu classique, essayer d'en sortir, en fait. Voilà. D'accord. Alors, deuxième question un peu introductive. Pour quelle raison as-tu choisi l'endroit où nous sommes? On est juste à côté de là où j'ai grandi, en fait. On est Ouais. en Seine-et-Marne, donc en bord de Marne. Et j'ai grandi légèrement plus haut là-bas, dans une maison avec mes parents, ma frangine. Et ici, c'est vraiment un lieu ressource en fait pour moi. Je sais pas si c'est le côté nature, la Marne qui passe juste à côté ou quoi, mais c'est un lieu où j'ai passé les 3 quarts de mon enfance et où j'ai toujours eu l'habitude de venir me ressourcer. Donc je sais pas, je pense que c'est une façon de me sentir un peu chez moi et à l'aise. Voilà. Qu'est-ce qui t'a amené à accepter cette interview autour du voyage et surtout quelque part, que représente le voyage pour toi? Alors l'interview, je l'ai acceptée parce que quand on a la possibilité, quand on a eu la chance de vivre une aventure comme celle-là, je pense que c'est important d'avoir un travail de réflexion derrière et pas juste de rentrer et de retrouver une vie classique sans plus poser de questions. Je pense que le voyage en lui-même continue en fait avec le travail de réflexion qu'il y a derrière. Donc en parler, notamment par le biais d'une interview, je pense que c'est continuer à travailler sur ce qui a été traversé. Et c'est un travail de réflexion qui est important. Je pense que sinon, c'est pas vraiment un voyage au final. Et sur la question du voyage en lui-même, je pense que c'est quelque chose de très personnel. Chacun le met en œuvre à sa manière. C'est quelque chose de très intime. Je pense qu'on n'a pas tous la même recherche, pas tous les mêmes envies, on ne va pas tous le mettre en œuvre de la même manière. Moi, j'avais vraiment une envie d'évasion, d'autre chose d'ailleurs, d'espace, des grands espaces, nature, ce fantasme de traverser des étendues sans rien ni personne d'autre que la nature, quoi. Donc voilà, il y avait cette recherche-là vraiment très très forte et grosse satisfaction puisque au final je l'ai trouvé alors que je ne pensais pas que ce soit encore possible. Et puis il y a aussi surtout
l'envie de voir d'autres choses, quoi. Quand on grandit d'une certaine façon, on nous inculque des choses, on apprend notre culture, nos façons de faire, et au bout d'un moment, on se dit est-ce qu'il n'y a pas d'autres manières de faire, et on a envie d'aller voir un petit peu plus près quelles sont les autres façons de faire et les autres façons d'être. Bousculer un petit peu, c'est vraiment se bousculer soi-même, quoi, se dire bon ben voilà, là j'ai toujours fait comme ça marche, mais au final est-ce que ça peut pas marcher autrement? Je pense qu'il y a un petit peu de tout ça. Alors, voudrais-tu partager avec nous les raisons, si tu les connais, qui t'ont poussé à partir 1 an en Australie, et notamment dans un contexte de couple? Alors il y a plusieurs réponses à ça. Ouais. Donc l'Australie déjà c'était vraiment un fantasme qui était là depuis pas mal d'années, découvert au travers des bouquins notamment, des livres que j'avais pu lire. Je suis aussi une grosse fondue de reptiles, donc il y avait cet attrait aussi de se dire qu'en Australie il y a quand même à peu près 96% des espèces de reptiles qui sont endémiques, bref. Cette envie d'aller voir ce côté sauvage, nature, et puis voilà, de nouveau cette envie des grandes étendues, des grands espaces qui sont encore vierges en fait. Je pense qu'on va avoir de plus en plus de mal à trouver plus les années vont passer. Et voilà, l'Australie s'y prêtait plutôt bien, et avec les années c'est devenu de plus en plus possible, puisqu'il y a notamment cette possibilité de partir avec ce qu'ils appellent le Working Holiday Visa, donc permis vacances-travail, qui permet à la fois et de voyager et de travailler. Donc on peut faire des petits boulots à droite à gauche, financer soi-même son voyage. Donc je pense que c'est quand même plutôt une bonne formule, parce que partir 1 an en voyage, je pense qu'on est assez rare quand même à pouvoir se financer quelque chose comme ça. Donc faut mettre des sous de côté à la base, certes, mais faut pouvoir aussi alimenter le projet au fur et à mesure. Donc là, l'Australie s'y prêtait bien une fois de plus. Et en couple, parce qu'il s'est trouvé que mon compagnon était motivé aussi pour cette idée-là, quoi. Donc je pense que je l'aurais fait de toute façon tôt ou tard. Ça faisait vraiment des années que ça me trottait dans la tête, que je le mettais de côté régulièrement, que je me disais que c'était une lubie, que c'était un délire comme un autre. Et au final, les années passent et on se rend compte que ça reste, et qu'à un moment donné, faut y donner corps, quoi. Donc là, c'était plutôt chouette parce qu'on était 2 à vouloir la même chose. Donc ça s'y est super bien prêté au final. Mais je crois que même seule, j'aurais fini par le faire de toute façon. Alors, que dirais-tu de ce périple australien si tu devais en raconter son essence? Parce que c'est compliqué du coup de parler d'un voyage comme ça qui a duré autant de temps, mais comment tu le raconterais, ce périple? Je pense que là où j'ai été la plus surprise, parce qu'il y avait vraiment ce désir de se retrouver un peu seule au monde à la base. Et là où j'étais la plus surprise, c'est les rencontres humaines en fait, qui étaient toutes assez exceptionnelles et très très fortes, avec des Australiens déjà en premier, avec d'autres voyageurs aussi, mais différemment. Mais Ouais. je pensais pas avoir la chance d'avoir des interactions aussi fortes avec les gens de là-bas, et ça a été vraiment un enchantement, parce que je m'attendais vraiment pas à ça. On a toujours des sons de cloche à ce niveau-là qui sont souvent pessimistes en plus, étrangement. Et moi je suis ravie parce que j'ai pu vivre l'exception. Donc, Pourquoi pessimiste? parce qu'on avait souvent entendu des discours qui nous disaient oui, vous verrez, les Australiens sont très friendly, easygoing, très, très ouverts d'un premier abord, mais ça n'ira pas plus loin. Et par exemple, un Australien vous invitera jamais chez lui. Et on a vécu absolument l'inverse en fait. On a toujours été invités sur des durées en plus, des 2, 3, 5 jours, une semaine. Enfin, c'était très fort, très intense. On était tout le temps extrêmement bienvenus, avec une facilité, un réel intérêt, un réel attrait de qui on était, de ce qu'on faisait là, pourquoi, comment, d'où on venait.
et un échange vraiment de comparaison des cultures, de comparaison des façons de faire, façons de penser, même de s'exprimer. Donc c'était vraiment surprenant et hyper riche, très dense. Ça a été ça tout au long de l'année. On n'arrêtait pas de se dire est-ce qu'on a juste de la chance ou enfin, je pense qu'au bout d'un an, on a fini par se dire non, je pense que c'est vraiment comme ça. Et quelque part aussi, je pense qu'on met en œuvre ce qu'on porte, même inconsciemment. Et je ne pensais pas être porteuse d'autant de désirs de rencontre. Ouais. Et ça a été une belle surprise. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de poursuivre cette aventure et de ne pas rentrer en France une fois l'année écoulée? On n'était pas prêt à rentrer du tout. Mais vraiment pas. Enfin, l'année est passée vraiment extrêmement vite. C'est là qu'on se dit qu'un an, pour le coup, c'est vraiment rien. Moi, si j'avais pu, je pense que je serais restée. Quand vous êtes parti, au début, vous étiez vraiment parti sur l'idée... On est parti de cadré toute façon sur un an parce que le Working Holiday Visa, il te permet de partir un an et si tu bosses dans le woofing, ce qui est en fait du travail solidaire en quelque sorte, par exemple dans les fermes ou faire des récoltes, ce genre de choses. Donc tu as plusieurs formules, tu peux être rémunéré mais très petitement ou alors pas rémunéré mais par exemple logé, nourri, ce genre de choses. Et si tu cumules 3 mois consécutifs, tu peux demander une deuxième année de visa. La chose est que je suis partie donc avec mon compagnon et que lui, au moment où on a fait la demande, c'était un peu inespéré, c'était un peu in extremis. Il venait tout juste d'avoir 30 ans, donc on ne pensait pas avoir l'autorisation, parce que c'est jusqu'à 30 ans. On ne pensait pas avoir la possibilité d'être accepté, et on l'a été. Donc un peu contre toute attente, on n'avait plus qu'un chronomètre de 1 an, de se dire bon bah là ça y est, il faut se préparer, il faut partir. Et on est parti donc 1 an après, on est arrivé en Australie la veille de la péremption du visa. Voilà, donc c'était un peu in extremis, mais ça lui a permis lui voilà, de vivre cette année là-bas de façon un peu inespérée. Et du coup, on savait que c'était 1 an non renouvelable parce que, ayant l'âge qu'il avait à ce moment-là, il n'aurait pas pu prétendre à une deuxième année, même s'il avait cumulé 3 mois de woofing ou ce genre de choses. Donc on est parti de toute façon sur 1 an en se disant déjà que c'était une chance inouïe. Et en se disant aussi, ah bah de toute façon, ça se trouve, au bout d'1 an, on va peut-être en avoir marre, quoi. Donc, et puis peut-être même avant aussi, on ne sait pas. On ne savait pas trop sur quoi on partait, on savait qu'on voulait partir. Et puis, il n'y avait pas de planning, il n'y avait pas de projet, il n'y avait pas de... Même au niveau du circuit qu'on a fait, on est vraiment parti comme ça. On n'a même pas de guide, on n'avait rien, quoi. On est parti juste avec nos économies et notre bonne volonté. Et c'est tout, quoi. Donc une fois l'année passée, pendant en fait à peu près 4 mois avant la fin de l'année, on voit que le temps passe vite et on se dit que bah, décidément on n'est pas prêt à s'arrêter là-dessus comme ça et à rentrer aussi rapidement. Donc on bossait encore à ce moment-là, on continuait à mettre des sous de côté et c'est là qu'est né le projet en fait de continuer le voyage et on s'est dit bah, pourquoi pas l'Asie, puisque l'idée à ce moment-là c'était de se dire plus on va faire durer notre budget et plus on pourra rentrer tard. Donc du coup voilà, l'idée c'était choisir des pays qui nous permettraient de faire un maximum d'aventures et tout en faisant durer le budget, quoi. Donc voilà, l'Asie est née comme ça en fait. D'accord. Puis il y avait aussi le fait, pardon, excuse-moi, je te coupe, il y avait aussi le fait qu'on est parti en octobre. Et du coup, c'était rentré fin octobre et on s'est dit, après 1 an d'été, rentrer en France sur Paris pour l'hiver, ça risque d'être problématique. Il y avait un peu ce flip-là, donc vraiment pas envie. C'était pas tentant, quoi. Il n'y avait rien de sexy là-dedans, quoi. Ouais. Donc l'Asie est née, comme ça. Alors du coup, je sais que c'est pas évident parce que vous avez parcouru pas mal de pays. Alors, est-ce que tu pourrais nous raconter la suite de ton voyage et
arriver pareil à en extraire un peu l'essence dans chacun de ces pays que vous avez Donc l'après-Australie en fait. Ouais. Ouais. Comment tu résumerais ça Après, ce qui peut être vraiment intéressant, c'est oui, de le faire pays par pays. Ouais. Alors donc dans ce désir de faire durer le budget et puis d'aller toujours plus à la rencontre de l'autre, Ouais. on s'est dit que l'Asie, on se doutait que ça allait être franchement foncièrement différent de l'Australie hein, pour le coup, puisque il y a un petit côté surpeuplé si on compare les deux, entre l'Australie avec ses grandes étendues sans rien ni personne autre que des animaux et de la faune et de la flore. On s'est dit l'Asie ça va nous faire tout drôle, c'est un peu surpeuplé en tourisme, donc comment faire pour garder une certaine authenticité et aller à la rencontre des choses un petit peu hors sentier. Et est née l'idée de faire ça en vélo. Voilà, donc on est parti là-dessus en se disant si on arrive à faire en sorte que ce soit réalisable, on le fera, et puis si c'est pas faisable, on fera autrement. Donc on est arrivé en premier à Bangkok, en Thaïlande. Et là, pendant 2 semaines, voilà, l'objectif c'était trouver du matériel, trouver les vélos et voir si c'est réalisable. Et en 2 semaines, on a réussi à tout réunir, toutes les conditions. D'accord. Et c'était assez inespéré. En plus, on était dans une auberge de jeunesse où il y avait un autre couple. Donc, elle était allemande et lui australien, et eux venaient de faire un périple comme ça de 6 mois en vélo. Donc, ça tombait D'accord. super bien. Ils ont pu nous conseiller, ils ont pu partager ce petit début d'aventure pour nous, en étant vraiment porteurs aussi de ça avec nous, alors qu'on se connaissait à peine. C'était assez chouette. Et donc là-dessus, 2 semaines après, on a pris la route donc vers la Thaïlande du Nord. Ouais. Et donc là-dessus, on a enchaîné un périple de 3 mois où on a fait Thaïlande du Nord, Laos du Nord, Vietnam du Nord en vélo. Et l'objectif premier était de boucler la boucle en passant donc après par le Vietnam Sud, repasser au Cambodge. On voulait aussi repasser au Laos Sud avant de revenir en Thaïlande, où on s'était dit on revendra les vélos et en fonction du budget là toujours qui nous reste, si on arrive à gratter encore un petit peu, soit on approfondira un petit peu cette région-là, soit on pensait déjà un petit peu à l'Inde aussi. Donc voilà, c'était un peu ça qui était prévu, faire ce gros circuit. Puis bon, au final, au bout de 3 mois, arrivé au Vietnam, ça faisait à peu près 1 semaine et quelques, non 2 semaines qu'on était au Vietnam, on s'est fait voler nos vélos. Voilà, donc il a fallu improviser autrement. On a continué un petit bout en moto, et puis on a eu un accident, et du coup on a été un petit peu plus immobilisés qu'on ne l'aurait souhaité. Donc la suite s'est faite en sac à dos avec les bus, les trains, les taxis. On a testé à peu près tous les modes de transport possibles et imaginables. Mais voilà, il y a eu Thaïlande, Laos, Vietnam, Cambodge et Inde. L'Inde, petit bout de l'Inde. C'est quand même un pays immense. On est resté 1 mois et demi. Ouais. Et là-dessus, on est rentré. Donc en tout, il y a eu 6 mois d'Asie en fait, Asie et Inde. D'accord. Ça nous a donné un petit rab avant de rentrer, quoi. Donc 1 an et demi au total, ouais. On arrive sur une autre partie. Donc en fait là, en fait, je vais te poser quelques questions alors, qui ont été posées par des internautes et par des personnes un peu proches du projet. Alors je vais essayer de rester fidèle un peu au niveau de la formulation, mais en tout cas au niveau un peu de l'idée. Alors, il y a une personne en fait posait cette question, que dépose-t-on lorsque l'on part? La destination choisie reflète-t-elle le degré de différence avec l'autre que l'on est prêt à éprouver? Et quelque part, la question un peu en extension, jusqu'où pourrais-tu aller dans le voyage en termes de destination et de configuration pour t'éprouver à la différence? Question balèze. Ouais, déjà, on va reprendre du début. Tu veux que je te reformule tout ça? Ouais. Alors, juste la première partie. que dépose-t-on lorsque l'on part? La destination choisie
reflète-t-elle le degré de différence avec l'autre que l'on est prêt à éprouver? Je ne sais même pas si j'ai l'étoffe pour répondre à ça. Je vais essayer. Ce qu'on dépose quand on part, beaucoup, presque tout, c'est un peu comme, de se débarrasser de tout ce qui fait poids, quoi. Moi, ce qui m'a le plus frappé, c'était ce côté détachement soudain de toute chose matérielle. Où là, subitement, il n'y a plus rien qui a d'importance, quoi. Les fringues, les trucs, ça n'a plus aucune importance. L'appart, toutes ces choses-là où on n'hésite pas une seconde en fait à tout reléguer aux autres, à tout donner, à tout laisser derrière soi comme ça, pour peu que ça nous permette de partir en fait. Donc ça c'était plutôt agréable en fait. Il y a une espèce de détachement matériel, voilà, qui se fait et qui est super agréable. Ouais. Même dans la façon de consommer les choses aussi. Enfin, toute l'année qui a précédé, c'était il n'y avait plus forcément cette envie de consommer, d'aller boire des verres par exemple, d'aller faire telle chose, acheter tel truc, parce que on est entièrement concentré sur ce voyage, quoi. Donc tout part là-dedans et toute l'énergie est vraiment tournée vers ça. Donc le reste se dématérialise complètement en fait. Et on éprouve aussi énormément les relations qu'on a, qu'elles soient amicales, familiales. On teste beaucoup le lien, quelque part, dans ces moments-là. On voit comment les personnes se positionnent, comment elles sont porteuses ou pas de notre projet, comment elles le reçoivent, comment elles le font vivre au travers de vous. Enfin, c'est assez intense. En fait, le départ en lui-même, c'est déjà le voyage, quoi. C'est une énorme part même du voyage. On commence déjà à se redécouvrir, à redécouvrir ses proches. Enfin, c'est un peu déstabilisant et c'est très 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 fort. Ensuite, pour ce qui est du choix de la destination... Est-ce que si tu veux, est-ce que ça peut être corrélé avec le degré de différence que l'on a envie un peu de... Là, il y a un côté facile dans l'Australie. Je veux dire, on est dans une culture occidentale. Il n'y avait pas, en tout cas, trop la barrière du langage, puisque mon compagnon est d'origine franco-américaine, donc il parle déjà couramment américain. Et je me débrouillais bien en anglais. Donc, après, l'australien, c'est encore autre chose. On a quand même été confrontés... à quelques semaines, voire 2-3 mois, qui n'étaient pas simples. Mais il n'y avait pas de dépaysement total. Je veux dire, on est quand même lettré quand on est là-bas. C'est pas comme d'arriver en Asie où en plus on peut même pas lire, où pour le coup on se sent vraiment complètement largué. Donc il y a une certaine facilité quelque part d'avoir choisi l'Australie. Maintenant, je ne sais pas si je pourrais vraiment répondre de dire est-ce que la destination qu'on choisit nous ressemble. Moi, quelque part, peut-être oui, parce que je vais en revenir à cette envie d'être seule au monde, quoi, qui était très très forte, de se frotter juste à la nature, sans rien autour, se dire bah voilà, je plaque tout quelque part, je mets un terme à tout ce qui est là mis en œuvre. J'ai un petit boulot qui me plaît, j'ai mon appart, j'ai ma petite vie quotidienne qui roule, mais qu'est-ce qui se passe si j'arrête tout ça et si je vais dans un endroit où j'ai rien de tout ça, et qu'est-ce que ça va susciter chez moi, et qui je suis là-dedans. Ouais. Donc l'Australie, d'un point de vue culturel, effectivement, il n'y a pas une différence monstre, mais c'était plus dans cet aspect de qu'est-ce que je deviens si je me retrouve là en plein bush, et que c'est plus du domaine de la survie quelque part. C'est fantasmé bien sûr, mais il y a un peu de ça dans le mode de vie qu'on a choisi, parce que on a fait le choix de s'acheter un véhicule, de l'équiper entièrement, que ce soit solaire, que ce soit tout ce qui était stockage d'eau, de nourriture, et vraiment de partir à l'aventure et de se dire on est injoignable, il peut se passer n'importe quoi quelque part.
Et qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Et le fait d'être deux aussi, il y a ça, quoi. C'est est-ce qu'on va se supporter? Et comment on va se supporter et se porter l'un l'autre? Donc peut-être finalement que ça nous ressemble, les destinations qu'on choisit. Moi, j'avais vraiment très très forte envie de découvrir la faune, la flore de là-bas, et j'ai été surprise au-delà de mes espérances. Vraiment, c'était incroyable, c'était fou. J'imaginais même pas que. Bon, après, c'est tellement immense, mais cette diversité qu'il y a, c'est juste, c'est phénoménal, quoi. Et on se sent vraiment tout petit, on se sent vraiment bien peu de choses. Et il y a un côté rassurant aussi de se dire, bon ben voilà, la nature, elle est encore quand même bien là, elle est encore bien présente, et je pense qu'elle a de beaux jours, j'espère. En tout cas, là-bas, ils sont proches de ça, c'est sûr. Il y a des belles leçons de vie quand même. Et après, il y a tout un autre côté. Là, je digresse un petit peu, mais il y a tout un côté aussi où on me bousculait pas mal de dire oui, quand même, l'Australie, la condition des aborigènes, etc. Et oui, je pense que ça fait partie aussi de ça. Moi, j'avais envie de voir ce qu'il en était réellement. Parce que ce qu'on lit dans les bouquins, c'est une chose, ce qu'on entend dans l'actualité, c'en est une autre. Mais aller le voir sur place, ça prend vraiment tout son sens. Et j'avais vraiment envie de voir ce qu'il en était de plus près. Ouais. Et étant en plus dans un milieu professionnel social, j'étais assez sensible à ça. Et de l'avoir vu de plus près, clairement, je pense que si une chose pouvait me faire rester là-bas, ce serait cette cause-là. Et qu'est-ce que tu y as vu alors? Alors, j'y ai vu ce qu'on en entend quelque part, qui n'est pas si fantasmé que ça. Une population qui est sinon vouée à disparaître, sacrément abîmée, clairement en souffrance. C'est une population qui a subi des choses terribles, qui se sont... Leur calvaire a pris fin il y a même pas 50 ans, hein, donc c'était hier, quoi. Donc on a toute une population qui est en plein dans le symptôme, l'expression de ces choses-là, et donc avec ce que ça donne d'un côté errance, isolation extrême, conduite addictive, c'est terrible, quoi. Et au-delà de ça, il y a des très belles rencontres qui se font, des rencontres vraiment touchantes. C'est des gens qui ont perdu leurs racines. Ils savent plus qui ils sont, d'où ils viennent. Ils ont des vagues souvenirs d'une famille à laquelle ils ont été arrachés. Et c'est tout. Enfin, donc c'est quand même hyper fort, quoi. Et il y a cette population australienne en parallèle qui reconnaît maintenant. Ça a pris quelques années, comme toujours dans ces moments-là, mais qui reconnaît entièrement, mais qui est aussi désireuse de dire oui, mais bon, nous, voilà, c'est nos ancêtres, on n'est pas directement responsable de ça. C'est une histoire, certes, mais ils auraient quelque part la volonté que les aborigènes puissent s'inclure mieux dans ce système de vie qui est un système de vie occidental seulement. Les aborigènes, c'est pas ça leur tradition, c'est pas ça leur culture, et c'est pas ça leur mode de vie. Donc il y a encore une confrontation qui est assez terrible, quoi. Il y a cette envie quelque part de dire bon ben voilà, ce qui a été fait, et aujourd'hui ce qu'on offre aux aborigènes, il faut qu'ils s'en saisissent absolument. Sauf que je pense pas que ça se fasse comme ça. Ça demande du temps, et c'est quelque chose de très très fort et très très profond. Et les moyens mis en œuvre, en tout cas, ils se développent. Mais il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot, et puis il y a eu surtout beaucoup de dégâts, quoi. Donc voilà, il y avait aussi cette envie d'aller voir ça d'un peu plus près, clairement. Et je sais pas si j'ai répondu à tout, je pense pas. Le troisième volet un peu au niveau de ce groupement de questions, ça pouvait se formuler comme ça, c'est-à-dire jusqu'où pourrais-tu aller dans le voyage, en termes de destination, en termes de configuration, pour t'éprouver à la différence. Celle-là, elle est intéressante
parce qu'elle a évolué pendant le voyage, justement. C'est-à-dire qu'il y a des destinations auxquelles j'aurais pas forcément pensé avant et qui maintenant me tentent grandement. Donc là où j'ai été le plus éprouvée, je dirais, tout de suite comme ça, c'est l'Inde qui me vient en tête. Ça a été assez rude, même très compliqué. Donc ça me fait me dire certaines choses. Il y a peut-être des pays que j'éviterais. La question de la place de la femme notamment, à laquelle je suis déjà de base particulièrement sensible, mais là je pense que je le suis d'autant plus. Après avoir vécu certaines choses, il y a des contextes qu'on n'a clairement pas envie de revivre et du coup des pays où je pense pas que je me frotterais, peut-être pas du tout en fait, je sais pas. Donc jusqu'où je suis prête à aller dans le voyage, je pense que finalement assez loin, parce qu'il y a quand même cette envie hyper forte et hyper tenace d'en voir toujours plus. Et quand on voyage, on prend la mesure des frontières et des pays limitrophes qui sont juste là et qui suffit de pas grand-chose au final pour y accéder, notamment quand on a un passeport français. Ça, c'est une richesse assez incroyable, il faut le dire. Et du coup, plus on avance et plus on prend la mesure de tout ce qu'il y a là autour et il y a cette envie c'est un peu frénétique, quoi. Toujours plus, encore plus. Et vraiment pas envie de s'arrêter, quoi. Donc, si j'avais eu un budget illimité, j'y serais encore. Je pense que j'aurais fait tout ce qui était possible et imaginable autour, quoi. Donc, on s'arrête plus. Mais jusqu'où je serais prête à aller, je pense que j'ai quand même certaines convictions. Ça me revient, on a eu des très longues discussions avec mon compagnon parce que on hésitait à se rendre en Birmanie. Sauf qu'à ce moment-là, ça pétait pas mal là-bas. Il y avait des histoires justement d'oppression de la population musulmane. Je suis pas religieuse pour un sou, mais je pense que je suis profondément humaniste et il y a des choses que je refuse de cautionner. Et pour moi, il était hors de question de me rendre en Birmanie. Voilà, c'est mon positionnement. Je sais qu'il y a des choses incroyables à voir là-bas. Je sais que le peuple birman est un peuple accueillant, chaleureux. De tout ce que j'ai pu en entendre, c'est vraiment une destination incroyable et hors pair. Mais ce qui se passait à ce moment-là, dans le contexte dans lequel on aurait été, moi, je me sentais pas du tout en fait d'aller faire la touriste là-bas, sachant que là, un peu plus loin, dans une zone qui est interdite, il y a des gens qui se font massacrer. Ça me posait problème. Par acquis de conscience, c'est non. Donc, je pense que c'est bien de savoir où sont ses limites aussi quand on voyage. Et je pense que j'ai pas mal découvert les miennes. Alors il y avait une autre question qui avait été posée. As-tu été dans une envie d'en apprendre un peu plus dans chacune des langues rencontrées dans les pays que tu as traversés? Ouais. Et est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Ouais, ça clairement. Du coup, l'Australie, j'avais des bases d'anglais qui étaient plutôt bonnes. Et j'ai vraiment essayé de faire en sorte de vivre dans des endroits où j'allais être le plus possible confrontée à ça et à pas avoir recours au français, quoi. Donc ça, c'était vraiment une volonté très 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 forte. Ça faisait partie de mon voyage de me dire je veux revenir et être bilingue, quoi. Je veux avoir cette richesse-là, je veux que ça puisse me permettre de continuer justement, que ça fasse tremplin et que ce soit du coup une possibilité d'aller à peu près partout sur le globe et d'avoir ne serait-ce que cette base d'anglais, qui est à peu près la principale, c'est pas la seule, mais à l'heure actuelle ça reste encore la plus importante. Et du coup c'est vrai que même une fois en Asie, il y a très vite cette volonté d'apprendre les petites bases, quoi, les petits mots qui vont débloquer des portes et qui sont, je pense, une marque de respect aussi. Quand on arrive quelque part, c'est pas parce qu'on parle nous anglais qu'il faut s'attendre à ce que tout le monde se plie à ça. Et je pense que c'est super important d'avoir des petits mots-clés, même si c'est pas grand-chose. Et
Ouais, je pense que ça débloque vraiment des situations, même si c'est pas ça. Au moins, on se donne la peine, on essaye. Et je pense que c'est super important. On est reçu. On a la chance d'aller dans des pays incroyables de populations qui, elles, ne pourront probablement jamais venir chez nous. Et du coup, dans cette démarche-là, je pense qu'il faut avoir beaucoup, beaucoup d'humilité et pouvoir aligner quelques mots, c'est quand même pas cher payé, quoi. Donc, je pense que c'est la moindre des choses. Et puis, il y a vraiment un attrait, quoi, de tous ces dialectes. À chaque fois, on change de frontière et c'est encore d'autres intonations, d'autres façons de les exprimer, même dans le rapport à l'autre. C'est assez marrant de voir comment ça change d'un pays à l'autre. Et on a vraiment envie de se laisser entraîner là-dedans, quoi. Et bon, là, les visas faisaient qu'on restait 1 mois à chaque fois dans chaque pays. Donc on n'a pas le temps au final d'approfondir, mais je pense que rester 6 mois, 1 an dans chacun de ces pays, ça doit être une bonne façon d'en apprendre un maximum. Et moi, je l'aurais fait avec plaisir. Tu as eu ce rapport-là à la langue, tu dirais, sur un pied d'égalité auprès de n'importe quel pays que vous avez traversé, ou tu as senti qu'il y avait plus d'affinité suivant ce qui se passait dans tel ou tel pays, ou tu as senti plus d'accessibilité sur un pays plutôt qu'un autre, ou pas forcément? Si, clairement. Bon, après, c'est vrai qu'il y a... Là, comme ça, je pense au Laos, Ouais. où on est vraiment allé dans des coins absolument paumés, et où là, pour le coup, l'anglais n'est d'aucun recours. Et puis, à part bonjour, au revoir, merci, dans le dialecte, ce qui est déjà pas mal, ça limite vraiment... il n'y a pas vraiment d'échange possible. Il y a eu des tentatives, hein, il y a eu des tentatives, mais ça se limite très très vite parce que c'est des sourires, les gens vous parlent, ils s'adressent vraiment à toi, à part sourire et montrer que tu es réceptif, même si tu comprends rien, tu peux pas faire grand chose d'autre, quoi. Donc il y a des petits moments de solitude, mais c'est super sympa au final, quoi. Et puis aussi bien, ils sont en train de se foutre de toi, t'en sais rien, mais c'est pas grave, c'est drôle quand même, quoi. Donc je pense qu'à ce niveau-là... c'est ça aussi qui est intéressant, quoi. C'est un peu frustrant aussi, hein, des fois. Il y a clairement une frustration de se dire « Ah, j'aimerais bien comprendre, j'aimerais bien pouvoir là taper la tchatche toute la nuit avec vous et qu'on boive des verres tous ensemble. » Ouais, non, là, je pense au Laos comme ça. Et le Vietnam aussi, pas mal. Il y a eu des coins du Vietnam où c'était pas simple du tout de se faire comprendre. Et là, par contre, la particularité au Vietnam, c'est que... autant au Laos, au Cambodge, même en Thaïlande, dans les coins les plus reculés, parce que c'est vrai qu'en vélo, on a ces particularités-là d'atterrir dans des bleds absolument complètement déserts de tout tourisme. On arrive à se faire comprendre. Il y a la gestuelle, il y a une attention, il y a ce qu'on n'a pas forcément trouvé au Vietnam. Au Vietnam, c'était assez rude. Ça m'est arrivé plusieurs fois de rester bredouille, d'essayer d'acheter quelque chose à manger et de ne pas pouvoir, qu'il n'y ait pas cette ouverture, qu'il n'y ait pas cette volonté d'être attentif à la demande. Et du coup, ouais, il y a eu des gros moments de solitude au Vietnam, quoi. Tu vas au marché et tu reviens bredouille, quoi. Voilà, ça déstabilise, hein, c'est super étonnant et ça peut aussi susciter des choses super violentes, hein, mais quelque part, avec le recul, quand tu y repenses, ça paraît un peu évident aussi parce que après tout, pourquoi se donner plus de peine que ça avec une clampine qui se pointe là, qui n'est pas foutue de s'exprimer sur ce qu'elle veut, donc... Ouais, non, c'était hyper déstabilisant, un peu frustrant, ça vient bousculer, quoi. Mais c'est ça qui est génial, parce que sinon, pourquoi on voyage, quoi. Si ça glissait tout le temps, si c'était tout le temps parfait, au final, je pense qu'on finirait pas se faire chier, non ? Donc, que ça vienne titiller comme ça, que tu te tapes des petits instants de rage, là, de te dire « Putain, qu'est-ce qui se passe ? Et je comprends pas, et pourquoi ils sont comme ça ?» Et
c'est là que c'est intéressant justement, de voir toute cette différence, cette incompréhension, alors que la base elle est la même, juste envie de manger. Je crois que c'est universel. Mais non, c'était super intéressant parce qu'au final, même avec le recul, les moments les plus rudes ont été effectivement en Inde et au Vietnam. Et après quelques mois, quand tu y repenses, t'as qu'une envie, c'est d'y retourner, quoi. Parce que justement, ça a été très très fort. Et en parallèle, c'est aussi là qu'on a fait les rencontres humaines les plus étonnantes et les plus chouettes, quoi. On a vraiment partagé des moments incroyables sur plusieurs jours avec des locaux. C'était vraiment super, quoi. Donc c'est bien que ça vienne bousculer, que ça vienne faire chier comme ça donne encore plus envie au final. Par rapport aux personnes que tu as rencontrées, qu'as-tu appris d'eux à leur contact? Tu as commencé déjà un peu à y répondre, mais si on devait un peu cibler cette question-là. Il y a vraiment un effet miroir en fait. Je pense qu'on génère vraiment, malgré soi même souvent, au-delà de soi, on génère les rencontres qu'on fait, vraiment. Et du coup, si on se donne la peine d'être réceptif, on rencontre des gens qui le sont tout autant. Je pense que c'est là que les plus belles rencontres se font. Il y a eu vraiment une ouverture hyper surprenante, quoi. Je repense à tout, que ce soit l'Australie ou autre, quoi, le Vietnam, le Laos, Thaïlande. Il y a vraiment ce côté inconditionnel de la rencontre, parce que alors, est-ce que le côté éphémère aussi joue là-dedans, de se dire c'est peut-être plus facile de tout donner là, puisque de toute façon ça va pas durer, il n'y a pas d'engagement au long terme possible. Mais je pensais pas que ça puisse être si fort. Donc ce que j'ai appris des autres au final, c'est aussi ce qu'on apprend de soi-même quelque part. À savoir, selon ton degré d'ouverture, tu vas venir susciter celui de l'autre, quoi. Donc En fait, il y a la question, en fait, elle a été posée par deux personnes différentes et elles sont complémentaires, parce qu'il y a une question, c'est qu'as-tu appris des autres, et l'autre question, c'est as-tu appris des choses sur toi-même que tu ne soupçonnais peut-être pas lors de ce périple? Mais du coup, alors effectivement, il y a une relation en miroir. bien sûr. Est-ce que pour toi, c'est une seule et même question, ou est-ce qu'on peut y répondre différemment? Ça s'imbrique en fait. Puisqu'on va à la rencontre de l'autre et qu'on est confronté à cet effet miroir, qu'on n'identifie pas forcément sur l'instant, hein. Comme je disais un peu plus tôt, on s'est posé à un moment donné la question de se dire, est-ce qu'on a juste de la chance, ou est-ce que les gens sont tous comme ça ici? Et en parlant, plus les rencontres se font et plus les gens le pointent, de dire non, mais regardez, vous venez là dans cette démarche et vous donnez envie, quoi. Vous donnez envie qu'il se passe quelque chose. Donc je pense que c'est ça aussi, c'est ce qu'on apporte soi, sans même s'en rendre compte. Il y a aussi la question enfin, clairement, je veux dire, si l'autre est dans ce même état d'esprit, la rencontre va se faire, mais on peut aussi tout à fait être confronté à quelqu'un qu'on n'a absolument pas envie, que ça n'intéresse absolument pas. Là aussi, pour le coup, il y a un effet miroir qui va être autre, de se dire, ça vient bousculer, on vient se dire, je suis pas si intéressant que ça. Pourquoi pas? On peut pas l'être pour tout le monde. Mais les deux s'imbriquent complètement au final, puisque on est vecteur, ouais, je pense, des rencontres qu'on fait et de la façon dont elles se déroulent. Ce qui est intéressant, c'est qu'on rencontre aussi et on investit parfois dans des relations dans lesquelles on aurait
peut-être pas mis autant, pas d'efforts, mais peut-être qu'on n'aurait pas investi dans ce type de relation dans une vie classique, dans un schéma de vie dans lequel on est dans notre quotidien à nous, chez nous. On s'ouvre à des personnalités qui sont pas forcément celles vers lesquelles on se serait tourné instinctivement, quoi. Et ça, c'est intéressant aussi, parce que du coup, c'est là qu'on se redécouvre différemment. On se retrouve à aborder des sujets qu'on pensait ne pas pouvoir ou ne pas avoir envie d'aborder. Et subitement, là, au contact de cette personne, on se met à nous passionner parce que l'échange va se faire à ce niveau-là. Donc, à ce niveau-là, c'est intéressant parce que tu composes avec des choses qui se présentent à toi. C'est surprenant. Et si tu te laisses embarquer, tu fais des rencontres qui ne sont pas forcément celles que tu attendais, mais qui ne sont pas moins désagréables au final. Puis de toute façon, ce que tu attendais, c'était quoi dans le fond? Tu ne sais pas trop quand tu voyages, quoi. Donc tout ça, c'est un tout, quoi. Tu penses... Enfin, moi, je pensais être un petit peu en rupture et être dans cette envie de juste voir la nature, penser à moi, être dans ces grands espaces et la suite, j'y pensais même pas. Et au final, on s'est retrouvés à être tout le temps au cœur de rencontres humaines hyper fortes et en plus qu'on prend le soin de pérenniser, même à l'heure actuelle, quoi. Les contacts sont toujours là, une envie de se revoir qui est très forte et qui commence à se mettre un peu en œuvre d'ailleurs. Et du coup, ouais, on rencontre des gens avec une ouverture qui n'est pas la même, puisqu'on est dans ce contexte-là, et qui est peut-être une ouverture nouvelle qu'on ne se pensait pas capable d'avoir, avec des sensibilités différentes, des positionnements différents, mais là, on sent qu'il se passe quelque chose à ce moment T, et que ça vient susciter quelque chose chez nous, et que c'est peut-être tout ce contexte du voyage, de cet endroit, ce pays, qui fait qu'il y a le petit truc magique qui se passe, et que là, finalement, cette personne-là, à ce moment-là, elle nous parle, quoi. Elle nous parle, et je pense que c'est pas anodin, ça vient vraiment chercher quelque chose chez soi dont on a peut-être besoin ou envie à ce moment-là, sans même s'en rendre compte. Donc ouais, ça s'imbrique quelque part. La définition que tu fais un peu de la rencontre humaine, elle peut se définir de la même manière que ce que tu peux vivre au quotidien. La seule différence que tu y mettrais, c'est qu'à l'étranger, les choses se vivent d'une façon un peu plus extrême, parce que du coup, tu t'autorises peut-être un peu plus de choses, parce que tu es hors des limites de ton quotidien. Parce que c'est vrai que des fois, à l'étranger, on peut être amené à vivre des expériences qu'on ne s'autorise pas forcément dans notre quotidien, et voire même des fois à vouloir définir un peu plus l'humain, mais à l'étranger, quoi. Et puis t'as plus aucun repère, tes amis sont loin, ta famille est loin, donc faut bien recréer quelque chose, quoi. Ouais.